Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Trajectoire, l'émission du podcast Objectif Tech qui raconte la transformation numérique des entreprises à l'ère de la convergence des technologies. En 2023, plus de 20 millions de téléconsultations ont été réalisées en France. Les hospitalisations à domicile ont bondi de 40% en 5 ans. Derrière ces chiffres, une question audacieuse. Et si l'hôpital de demain, c'était votre salon ? Cette idée qui semblait absurde il y a 10 ans devient aujourd'hui une réalité pour des milliers de patients. Pour en parler, nous recevons Dorothée Moisy, directrice innovation chez Elsan, groupe de santé privé en France, qui va nous raconter cette transformation de l'intérieur. Trajectoire, une émission présentée par Delphine Le Garlès. Bonjour Dorothée, merci d'être venue répondre à nos questions. Bonjour, merci de l'invitation. Alors avant qu'on se lance dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous représenter Elsan en quelques mots ? Tout à fait. Elsan, on est un des acteurs de l'hospitalisation privée, un des leaders. C'est à peu près 200 structures de soins, donc établissements de santé, centres d'imagerie, centres d'hospitalisation à domicile, qui prennent en charge tous les patients sur le territoire français. On a vraiment un maillage territorial assez impressionnant qui fait que 2 Français sur 3 sont à moins de 40 km d'un établissement Elsan. Donc chaque année, c'est 5 millions de patients qui sont pris en charge chez Elsan. On parle beaucoup de la crise du système de santé. Comment on peut concilier la recherche d'efficacité de ce système de santé avec quand même, bien sûr, le maintien de la qualité des soins ? Alors c'est une question très intéressante. Ce qu'on observe depuis quelques années maintenant, c'est que la volonté du patient, c'est de passer le moins de temps possible à l'hôpital et voire même avec la volonté de rester chez lui à domicile. Donc, au travers de ça, ça veut dire que l'hôpital, il doit se transformer pour ne plus être un lieu d'hospitalisation, d'hospitalité, comme ça a été le cas depuis des centaines d'années maintenant, et c'était la vocation historique des hôpitaux, mais de se transformer en des antennes qui sont capables de s'articuler avec ce qui se passe au niveau de la ville, des consultations, etc., et voire même jusqu'au niveau du domicile du patient. Et pour ce faire, évidemment, les outils technologiques sont une ressource précieuse, à la fois vecteur du changement et à la fois indispensable à ce changement. Il y a eu le virage ambulatoire. Est-ce que maintenant, du coup, on peut parler vraiment de virage domiciliaire ? Alors oui, peut-être pour expliquer un peu ce sujet du virage ambulatoire. Donc une prise en charge ambulatoire, ça consiste en vous arrivez à l'hôpital, vous n'y passez pas une nuit parce que vous allez être opéré dans la journée et vous allez ressortir le jour même. Donc en termes de qualité pour le patient, il n'est pas obligé de dormir à l'hôpital. Dans les hôpitaux privés, on avoisine maintenant jusqu'à 75% des prises en charge qui sont prises en ambulatoire. Comme je le disais, pour répondre aux besoins du patient et de facto, on imagine que l'impact d'un point de vue efficience du système dans sa globalité, il permet de prendre en charge plus de patients et donc c'est bénéfique pour tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on démontre, c'est que ça a aussi un impact sur la qualité puisque les patients qui sont pris en charge en ambulatoire, en termes de réhospitalisation, ça diminue le taux de réhospitalisation. Donc on voit bien qu'on arrive à concilier cette efficience et cette qualité pour le patient. Et donc le virage domiciliaire, finalement, il arrive après. Tu l'as évoqué en introduction, ça peut se voir de plusieurs façons. On va avoir tout ce qui est hospitalisation à domicile. Donc ça, c'est se dire qu'il y a un certain nombre de patients qui peuvent être pris en charge avec une qualité hospitalière, un suivi hospitalier. Donc c'est avec toutes les ressources qu'on peut avoir, médicales, paramédicales, etc. Mais depuis chez lui, sans, entre guillemets, avoir une mobilisation des lits d'hôpitaux qui sont de la ressource importante pour qu'elles soient mises à disposition d'autres patients. Et après, tu l'as évoqué aussi en introduction, ce qu'on va avoir, c'est tout ce qui est recours à la télémédecine. Donc, la télémédecine, c'est vraiment le patient est à son domicile, j'ai l'équipe de santé qui est à distance et je peux soit de manière synchrone ou asynchrone créer du lien, donc soit au travers d'une consultation, soit au travers de télésurveillance, soit au travers de téléexpertise, c'est-à-dire de la discussion entre 2 professionnels de santé sur un patient. Concrètement, comment on soigne maintenant à domicile avec le numérique ? Est-ce que tu as des exemples concrets de parcours patient en fait ? Pour repartir des différentes prises en charge que je t'ai évoquées, à commencer par exemple par la chirurgie ambulatoire. Donc la chirurgie ambulatoire, c'est quand même se dire, j'arrive, je suis opéré et je repars le jour même.
Donc, c'est pas trivial. C'est vraiment revoir toute l'organisation parce qu'il faut que ça soit fait en sécurité et que le retour à domicile du patient s'effectue dans les meilleures conditions, à la fois de sécurité, mais aussi de qualité de vie pour le patient. Et donc, ce qu'on déploie, nous, chez Elsan, c'est un portail patient qui permet de digitaliser toutes les questions qu'on va poser aux patients. C'est à peu près 40 000 patients par mois qui sont interrogés, à la fois la veille et le lendemain de leur chirurgie, et donc qui permet de sécuriser cette prise en charge. Si je prends un autre exemple, on a parlé de l'hospitalisation à domicile. Alors ça, c'est pas trivial, parce que en fait, jusqu'à présent, quand on était hospitalisé, on était sur un lieu physique. Et donc, en fait, tous nos outils, ils étaient faits pour être consultés en local. Et donc là, on se transforme en une prise en charge en mobilité, avec des acteurs aussi qui sont mobiles, qui sont à la fois soit salariés de la structure, soit des professionnels libéraux à la ville. Et donc là aussi, il faut qu'on soit encore plus collaboratif. C'est-à-dire, on a une équipe, mais avant, elle était regroupée sur un lieu physique. Et là, on collabore de manière très, très large. Et donc, on a des outils vraiment spécifiques pour ça, qui sont des dossiers patients informatisés qui sont spécifiques de la mobilité. Par exemple, on travaille avec des partenaires comme Domilink, Equasens, qui sont capables aussi de fournir à nos soignants, à nos infirmières qui passent au domicile, des applications mobiles. Ça paraît un peu bête, mais en fait, ça n'existait pas avant ça. Et on va même plus loin. Au niveau du groupe, on déploie une messagerie instantanée sécurisée données de santé qui s'appelle PandaLab, comme ces grandes messageries dont on taira le nom. Il nous faut des outils dédiés qui permettent de garantir la sécurité des données des patients, parce que là, on est sur des données très sensibles, et à la fois qui permettent d'ouvrir ce sujet collaboratif qu'on n'avait pas avant. Alors, ils sont pas indispensables au premier abord, parce qu'on pourrait se débrouiller, on note sur papier, puis après on recopie. Mais on voit bien que pour faire le passage à échelle, qui est notamment les plus 40% que tu citais en introduction, c'est des outils plus que nécessaires. Si on parle maintenant d'une autre évolution, donc qui est au cœur aussi de l'évolution du numérique, c'est la donnée. En quoi vraiment la donnée aujourd'hui c'est une évolution majeure pour le système de santé, pour Elsan et pour le système de santé en général? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que d'abord le point de départ, c'est que la donnée, elle est là aussi pour entre guillemets produire le soin. C'est-à-dire le médecin, quand il va consulter son dossier patient, il faut qu'il ait toutes les informations qui lui permettent de bien soigner le patient. Et comme on l'a évoqué, cette prise en charge, elle est un peu fractionnée, et donc il y a un vrai enjeu à faire en sorte que le médecin et toute l'équipe soignante, elle ait accès à cette donnée qui soit la plus complète possible et de meilleure qualité que ce soit. Sachant que ça, c'est vraiment le point de départ, la donnée pour le soin. Et avec l'arrivée de ces nouveaux outils numériques, on voit bien comment ça va venir alimenter. Et ensuite, évidemment, l'idée, c'est que cette donnée, elle puisse servir après à de la réutilisation secondaire, donc au-delà du soin. D'une part, pour tout ce qui est recherche et développement, et notamment tout ce qui est recherche thérapeutique, mais aussi recherche sur les outils numériques et construction d'intelligence artificielle, puisqu'on voit arriver aussi cette 3e génération. Dorothée, avant de poursuivre cette discussion, on va continuer à parler de la donnée, mais je te propose une capsule sans langue de bois. On le sait, quand on parle de données, et encore plus quand on va parler de données de santé, la question ultra sensible, c'est la sécurité. Qu'est-ce qui est mis en place pour sécuriser toute cette donnée ? Alors effectivement, c'est une question très importante pour les patients, pour les médecins aussi, qui ont vraiment à cœur aussi de faire en sorte que tout ça soit sécurisé. Je dirais qu'il y a vraiment plusieurs volets dans ce qu'on entend par sécurité. Il va y avoir évidemment un premier volet technique, technologique, avec tous les enjeux de cybersécurité dans le monde dans lequel on est et dans toutes les annonces d'attaques qu'on peut entendre, notamment auprès des systèmes hospitaliers où on voit l'impact que ça peut avoir directement sur le soin. C'est des véritables enjeux. Donc ça, c'est vraiment des programmes à la fois nationaux et à la fois chez Elsan d'investissement pour sécuriser, pour faire toute cette veille cyber, qui va jusqu'à aussi, évidemment, la sensibilisation de tous les personnels, parce que ça va jusque sur le terrain vraiment et très précisément. Donc ça, c'est tout le volet technologique. On va avoir aussi tout le volet réglementaire, avec un droit européen qui protège le patient sur ces sujets-là, qui est tout ce qui est règlement européen sur les données de santé. Donc ça, c'est des sujets à la fois de documentation des traitements qu'on va faire sur les données pour le soin,
et d'information du patient. Donc ça, c'est aussi important. On a tout un travail là-dessus au niveau du groupe pour faire en sorte que ça soit le plus transparent possible. Et après, il y a des enjeux, évidemment, d'éthique. Alors, dans le cadre du soin en général, c'est assez évident parce que cette donnée, on en a besoin pour le soin, mais ça va pouvoir se poser si on veut réutiliser ces données pour des finalités de recherche, d'entraînement d'algorithmes, etc., sur lesquels là, on a besoin d'avoir un consentement du patient. Et donc tout ça, ça s'organise à l'échelle du coup des établissements. Et dans le cadre du groupe Elsan, ce qu'on a décidé, c'est de structurer un outil qui est un outil français que sont les entrepôts de données de santé. Donc qu'est-ce que c'est un entrepôt de données de santé ? C'est à la fois un outil technologique, réglementaire et éthique qui permet de créer un cadre de confiance sur lequel du coup on va avoir toute cette donnée qui va être réunie, mais qui va nous permettre de la réutiliser de manière plus facile et plus simplifié parce qu'on aura mis des guichets d'évaluation conformité réglementaire et éthique et qui va nous permettre de dialoguer avec les startups qui cherchent de la donnée pour entraîner des nouveaux algorithmes de prédiction, qui va nous permettre aussi de faire de l'analyse médico-économique, c'est-à-dire d'identifier quels sont les besoins de santé pour telle et telle population, pour tel et tel territoire. Et donc chez Elsan, on est très fiers, on a été autorisé par la CNIL, donc l'organisme qui évidemment chapeaute tout ça d'un point de vue réglementaire. On a constitué le premier entrepôt de données de santé hospitalier d'envergure nationale. Donc ça, on est très fiers. C'est aussi un sujet de représentativité des territoires. On est présent dans toutes les régions de France, y compris dans les régions plutôt qualifiées de déserts médicaux. Et donc pour nous, c'était important que cette population, elle soit représentée dans les recherches pour que les médicaments et les intelligences artificielles qui soient développées, elles soient adaptées aussi à cette population. Et donc, on va avoir les premiers projets de recherche qui vont débuter là cette année sur les différents volets que j'évoquais. C'est intéressant, ça veut dire qu'on vient limiter les biais en étant sûr qu'on est représentatif et pas juste parisien. Parisien ou citadin, en tout cas. Ouais. C'est vraiment ce sujet de territoire. Et voilà, pour nous, il est très important. Et l'écosystème dans sa globalité en est conscient. On a de plus en plus de demandes parce que justement, on ne veut pas rester toujours sur les mêmes bases de données. On veut vraiment avoir la représentativité des territoires. Et puis c'est la capacité de continuer à innover tout en étant sécurisé. Merci d'avoir répondu sans langue de bois. Si on revient à la donnée, comment des solutions comme l'IFEN ou Posos structurent en fait toute cette masse de données ? D'une part, c'est de la donnée qui va être très fragmentée, qui va être un petit peu dans le cabinet de consultation, un petit peu au laboratoire de biologie, un petit peu à l'imagerie, un petit peu à l'hôpital. Tout ça, ça sans forcément d'interopérabilité native hyper évidente, notamment parce que on a des standards sur certaines verticales, mais pas forcément des standards sur tous les éléments de données. Que les sujets d'interopérabilité, ça reste encore un vrai sujet parce que les logiciels sont en général pas apaisés. Et la donnée n'est pas forcément structurée en amont. Si on prend une ordonnance de ville, on peut avoir encore un généraliste qui va nous faire une ordonnance à la main, dont il va falloir du coup déchiffrer l'orthographe. Bon, alors tout ça évolue. On va avoir l'arrivée de l'ordonnance numérique qui nous la structure sous un format qui va pouvoir être transférable d'un applicatif à un autre. Mais donc voilà, on a vraiment ce sujet de données fragmentées et de qualité de données avec de la donnée qui n'est pas forcément préexistante. Et donc c'est vrai que c'est un vrai enjeu, comme je le disais tout à l'heure, pour faire en sorte de faire du soin de qualité. Ça, c'est vraiment la finalité numéro 1. Dans ce cadre-là, on a des startups qui innovent sur le sujet. On a effectivement, par exemple, la startup l'IFEN, qui, elle, vient digitaliser l'envoi de comptes rendus. Et donc, ça facilite l'intégration des documents dans nos logiciels patients informatisés à l'hôpital, en alimentant ce qui vient de la ville, du laboratoire de biologie, du compte-rendu d'anatomopathologie, donc les petits tests qu'on fait sur les biopsies pour vérifier la typologie des cancers, par exemple. Et donc, automatiquement, ils vont être capables de nous déterminer qui est le patient, à quel séjour hospitalier, et de mettre vraiment le document au bon endroit dans mon dossier patient informatisé. Ça, s'il fallait le faire à l'avant, évidemment, ça serait hyper compliqué. Et si je prends un autre exemple, une start-up comme Posos. Posos, c'est intéressant. La première étape qu'elle est capable de faire, c'est de structurer mon ordonnance. Donc, j'ai une ordonnance
Alors, le manuscrit, ça fonctionne sous réserve que même une intelligence, elle peut pas faire ce que fait un humain. Donc, il faut quand même que ce soit lisible. Typographié, elle va me le structurer dans une base médicamenteuse que je vais pouvoir réutiliser, avec des posologies aussi que je vais pouvoir réutiliser. Et derrière, ils s'en servent pour faire de l'analyse de ces ordonnances pour identifier des risques d'interaction médicamenteuse ou des risques qu'on appelle iatrogéniques. Ça veut dire, par exemple, ce patient-là, plus âgé, il a des risques parce qu'il est en insuffisance rénale chronique. Il faut surtout pas que je lui mette tel médicament. Et donc, on voit bien comment ça vient structurer cette donnée-là pour y mettre de l'intelligence par-dessus. Ça vient sécuriser la santé des patients. Troisième accélérateur majeur, et on en parlait, toute la donnée aujourd'hui, elle alimente l'IA. Qu'est-ce que permettent aujourd'hui les entrepôts de données, les jumeaux numériques ? Alors effectivement, les bases de données, en particulier les entrepôts de données de santé, c'est un outil formidable qui vient, comme je l'évoquais, démultiplier nos capacités, à la fois de recherche, mais aussi d'analyse du système de santé. On va effectivement pouvoir créer des jumeaux numériques. Alors, soit à l'échelle du patient, l'idée c'est de pouvoir essayer d'anticiper des progressions de maladies, soit même à l'échelle du système de santé. On a la Direction générale de l'offre de soins qui a lancé un projet de jumeaux numériques du système de santé qui s'appelle Junior. Et donc là, l'idée, c'est aussi de pouvoir bien comprendre les dynamiques de soins et aussi de travailler sur des questions de déserts médicaux et d'accès aux soins qui sont vraiment des problématiques qui nous préoccupent en ce moment. Et c'est vraiment intéressant. On va pouvoir observer des dynamiques, par exemple épidémiologiques aussi. On vient de créer un partenariat avec la société Promptly S sur un projet qui s'appelle Trust Me. L'objectif, c'est de faire un observatoire des maladies infectieuses à l'échelle européenne. Donc là, on vient rejoindre un réseau de 25 groupes d'établissements. Donc c'est à peu près 250 établissements de santé qui sont au Royaume-Uni, en Espagne et au Portugal. Et donc, on vient ramener cette donnée française pour être capable de prévenir les épidémies qu'il va y avoir. Et donc, vraiment être capable d'être hyper réactif sur des sujets de santé publique. On va pouvoir aussi travailler, par exemple, des scores prédictifs de la maladie. Est-ce que, avec des patients qui ont tel et tel paramètre, est-ce que la chirurgie, c'est une bonne option ? Est-ce qu'il vaut mieux telle autre alternative thérapeutique ? Donc ça, c'est vraiment un champ énorme qui s'ouvre à nous. Et je ne parle pas de toutes les autres IA en soins courants que vous avez évoquées, notamment dans ce très bon podcast avec Xavier Perret sur l'IA et la santé au mois de juin dernier. Donc on voit bien qu'il y a vraiment une multitude d'applications intéressantes qui va être rendue possible grâce à cette donnée. La grosse question aussi sur tous ces nouveaux outils, c'est le passage à l'échelle. Comment aujourd'hui ton équipe innovation, elle accompagne justement ce passage à l'échelle ? On a toujours tendance à voir sur le sujet de l'innovation le gros volet technologique et technique, et c'est sûr que ça c'est un prérequis, comme on l'évoquait en introduction, c'est à la fois le moteur de ce passage à l'échelle et vraiment l'outil qui est souvent indispensable. Nous, sur la direction de l'innovation, on interagit bien évidemment avec toutes les équipes digitales et IT du groupe, mais on va avoir un prisme plutôt management de l'innovation. C'est-à-dire comment faire quand un outil il existe pour qu'il soit utilisé. Parce qu'on n'en a pas forcément conscience, mais en fait, il y a encore beaucoup d'autres freins entre l'outil est mis sur le marché et j'ai un usage derrière. Donc, on voit à peu près 2 à 3 sociétés innovantes par semaine qu'on va regarder, nous, avec les métiers. On a la chance d'avoir un expert métier au siège qui connaît vraiment toutes les structures. Bon, on en a un sur la pharmacie, on en a un sur le bloc opératoire, on en a un sur les RH. On a toutes les fonctions représentées. On va aussi chercher un expert du terrain. Ça, c'est important pour nous parce que souvent, ce qui explique les problèmes d'absence d'usage, c'est le décalage entre ce qu'on s'imaginait avec l'outil et la réalité du terrain. Et derrière, si le besoin existe chez nous, on va vérifier en vie réelle, sous forme de pilote, que les bénéfices attendus sont bien ceux qui sont. Mais surtout, on va travailler, comme tu l'évoquais, sur les conditions de passage à l'échelle. Alors, les conditions de passage à l'échelle, ça peut être des sujets organisationnels, ça peut être des sujets de modèle économique, ça peut être évidemment des sujets de fonctionnalité, d'outils. Si je donne un exemple sur la télésurveillance, initialement, tel que le projet il était présenté dans les textes de loi, on avait tendance à penser que la télésurveillance était un sujet entre le patient, l'outil numérique et le médecin tout seul.
Et en fait, on s'est rendu compte en interviewant, nous, nos médecins, qui sont les médecins libéraux, quand le médecin il était tout seul, il arrivait à télésurveiller 10 patients, 20 patients. Ce qui était clairement pas satisfaisant en termes d'accès à l'innovation pour nos patients. Et donc, ce qu'on a compris, c'est qu'il fallait créer une équipe avec le médecin, évidemment, si on prend le cas de l'oncologie, le médecin oncologue, une infirmière, un infirmier, qui va faire tout ce qui est pré-filtre d'alerte pour derrière donner aux médecins les alertes qui auront qu'une spécificité médicale, parce qu'il y a beaucoup de choses que l'infirmière peut faire sur des rappels de consignes, par exemple le fractionnement des repas s'il y a des problèmes de nutrition ou tout ce genre de choses. Tout ça, l'infirmière, 90% des alertes, elle est capable de les gérer toute seule. Il y a 10% seulement qui sont de pertinence médicale. Donc en créant cette équipe, et j'allais dire, on va même plus loin parce que nous, dans certains établissements, on est capable de mettre des spécialistes de la douleur et évidemment des psychologues quand c'est des alertes relatives à la psychologue. Et bien tout ça, ça nous permet de déployer ça à l'échelle. Et donc on a commencé l'année dernière, là, on a déployé une quinzaine de structures, à peu près 50% de nos établissements qui ont de la chimiothérapie, et on a déjà atteint les plus de 3000 patients qui sont pris en charge sur cette nouvelle modalité. Donc on voit bien qu'au-delà de l'outil technologique, il faut travailler l'organisation, le modèle économique. On l'a évoqué aussi, ça peut être des sujets réglementaires et de confiance, choisir le bon partenaire qui va être celui qui respecte bien le droit des données, l'éthique, des sujets aussi de cyber-résilience. C'est tous ces éléments-là qu'on va travailler. Et on est capable de le faire aussi avec des outils qu'on va développer en interne. La bonne connaissance du terrain, ça reste très important. C'est surtout finalement, en effet, des sujets organisationnels. Bien sûr qu'il y a la techno derrière, mais la transformation organisationnelle, elle est hyper importante. Et il y a certaines populations en plus dans la santé qui sont moins adeptes de la techno et qu'il faut embarquer aussi. Oui, et effectivement, on va avoir des fonctions qui sont un peu plus loin du digital. C'est quand même des fonctions qui n'ont pas forcément tous une adresse mail pro, qui ont des postes partagés. Il faut savoir les écouter. Donc ça, c'est très important. Nous, ce qu'on trouve également important, c'est que nos experts métiers sont là aussi pour faire la part des choses. Parce qu'on dit souvent, voilà, faut que l'outil s'adapte aux professionnels de santé. Alors j'allais dire, oui, mais il faut qu'il s'adapte à tous les professionnels de santé. On ne peut pas faire du custom. Il faut trouver le tronc commun. Qu'est-ce que l'équipe, elle, va devoir adapter en termes elle-même d'organisation et qu'est-ce que l'outil, voilà, que chacun fasse un pas pour avoir le tronc commun qui permette le passage à l'échelle et l'industrialisation des usages. Alors j'ai une dernière question, Dorothée. Quelle sera pour toi la prochaine rupture technologique majeure ? Alors je pense qu'on est un peu déjà à ce stade-là, parce qu'on a l'arrivée de l'intelligence artificielle. Alors, on avait évidemment le machine learning et le deep learning qui étaient très présents, notamment sur des métiers comme la radiologie. Depuis 2021, nous, on travaille avec des sociétés comme Incepto qui mettent à disposition des outils d'aide au diagnostic pour nos radiologistes et nos urgentistes. Donc ça, on l'a déjà, mais alors l'arrivée de l'IA générative, ça vient complètement aussi réalimenter sur un nombre de cas d'usage assez incroyable. Alors, on est encore au stade où on va essayer d'automatiser tâche par tâche, mais on voit bien qu'avec le pouvoir de l'agentique, on va pouvoir automatiser, digitaliser des process entiers. Et donc, c'était vraiment un peu la petite brique qui nous manquait, notamment, comme on l'a évoqué, parce qu'on a beaucoup de données qui n'est pas structurée, donc ça qui est de la donnée commentaire dans tout ce qui est transmission dans les dossiers informatisés. Moi, j'imagine apporter encore plus de valeur, du gain de temps pour les patients, de la qualité, parce qu'on va avoir cette donnée qui va être enfin disponible de manière très claire pour tous. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et après, si on parle d'IA, je peux pas ne pas parler de robotique. Ça, c'est vraiment l'autre volet. Alors, c'est déjà présent chez nous, notamment dans nos blocs opératoires. On travaille notamment avec des sociétés comme le robot DaVinci qui, du coup, permettent d'apporter une qualité des soins encore supérieure grâce à ces bras robotisés et avec cette chirurgie assistée par robotique. Et c'est clair que ça va venir encore apporter de la qualité des soins pour les patients. Merci beaucoup, Dorothée. Merci à toi. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à Objectif Tech sur votre plateforme de streaming préférée pour ne manquer aucun épisode. À très vite pour une nouvelle émission.